Je pense que j'ai plus à vous présenter Monsieur Jean Guichard, je le fais quand même pour la forme. Donc c'est l'ancien directeur de l'INETOP. Il est professeur émérite de psychologie de l'orientation au Conservatoire national des arts et métiers. Il est président d'honneur du réseau mondial UNESCO Unitwin. Donc du coup, comme j'expliquais à Monsieur Jean Guichard, il y a tout à fait un lien avec l'enseignant qu'on a eu, le maître de conférence qu'on a eu ce matin, vraiment sur la question de l'historicité et combien dans le travail de Monsieur Guichard, avec tous les entretiens constructivistes, alors bien sûr, et plein d'autres choses, mais avec cette question de la temporalité du passé, de présent, de la question de l'anticipation, de prendre la personne dans sa globalité avec toutes les identités subjectives existantes. Voilà, donc ça avait tout à fait de sens de le mettre après l'intervention de ce matin et combien Monsieur Guichard travaille sur cette question de ce nouveau monde et nous, en tant que psychologues, ce que l'on peut mettre en acte dans cette orientation par rapport à ce nouveau monde. Je vous laisse. Bien, merci pour cette présentation. J'entends des bruits bizarres. J'espère que ça va aller à peu près. Donc, je voudrais remercier les organisateurs, les organisatrices de m'avoir invité ici, parce que cela me reporte plus de 50 ans en arrière, presque 55 ans, puisque c'est là que sur ce campus, que je logeais dans la résidence Bachelard, puis dans la résidence Hélène Boucher, pendant toutes les études que j'ai faites à Lille. Et donc, c'est plein de souvenirs pour moi. C'est aussi l'endroit où j'ai travaillé pendant très longtemps comme conseiller d'orientation à Villeneuve-d'Ascq, aussi haut de Villeneuve-d'Ascq, qui était localisé à LM à l'époque. Et puis à l'université qui s'appelait Lille 3 à l'époque aussi, comme conseiller d'orientation à mi-temps. Je garde des souvenirs très chauds des enseignants que j'ai eus ici, des excellents enseignants que j'ai eus à Lille, et aussi des excellents collègues, des collègues exceptionnels avec lesquels j'ai travaillé aussi bien aussi haut de Villeneuve-d'Ascq que à la cellule d'orientation de Lille. Et si je voulais tout résumer en disant 2 noms, j'en donnerais que 2, mais je pourrais en donner des dizaines. Je me souviens en particulier du directeur du CIO d'LM, donc qui était le CIO officiellement de Villeneuve-d'Ascq, qui était André Carpentier à l'époque, peut-être que certains l'ont connu. Et puis le responsable de la cellule d'information et d'orientation de l'université de Lille 3, qui était Jean Chabert, qui était un professeur d'allemand et qui était vraiment extrêmement intéressé par les problèmes d'orientation des étudiants. Alors, ceci dit, donc, merci de m'avoir donné l'occasion de venir ici une nouvelle fois. Comme vous pouvez le voir, mon exposé s'intitule « Accompagner l'orientation vers des formes de vie active écologiquement soutenables dans un monde solidaire ». Alors, l'argumentation que je vais développer est la suivante. C'est que la France s'est engagée en 2015, comme la plupart des pays du monde d'ailleurs, à mettre en œuvre le plan d'action de l'ONU qui s'appelle « Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Atteindre ces objectifs suppose d'y préparer les citoyens, tous les citoyens et notamment les jeunes. Ce qui implique, je crois, dans le domaine de l'orientation, que chacun réfléchisse en se demandant comment orienter ma vie active d'une telle manière qu'en 2050, environ 10 milliards d'êtres humains puissent mener une existence véritablement humaine dans un monde dont les ressources sont limitées. Comme je vais vous le dire, aider les personnes à réfléchir à cette question suppose d'élaborer des méthodologies adaptées qui se réfèrent à des concepts probablement très différents de ceux sur lesquels se fonde l'actuel accompagnement à l'orientation, et aussi de développer des services publics d'information, d'éducation et de conseil en orientation. Donc, j'ai fait un plan en 2 parties. Une première partie, il m'a semblé indispensable de la faire parce que l'argumentation que je vais développer peut sembler peut-être un peu étrange dans le contexte français où le mot orientation évoque presque exclusivement la question de la sélection et de la distribution des élèves, des étudiants, des apprentis dans les différentes voies de formation. Donc, dans la première partie,
Je vais simplement dire qu'il n'existe pas de définition consensuelle ni de l'orientation, ni de l'accompagnement à l'orientation, que ces notions donnent lieu à des débats et à des critiques. Et puis, dans une deuxième partie, j'essaierai d'esquisser les grandes lignes d'un accompagnement à l'orientation vers un développement soutenable, équitable et solidaire, se fondant sur le concept de forme de vie dont je vais vous dire quelques mots. Alors, donc, dans ma première partie, comme je viens de vous le dire, je vais survoler un peu différentes définitions de l'orientation et de l'accompagnement à l'orientation en vous disant que ces définitions donnent lieu à des débats et à des débats qui sont d'ordre politique, parce que faire de l'orientation, en fait, c'est faire des choix politiques, fondamentalement. Donc, en France, quand on se reporte au site du Internet du ministère de l'Éducation nationale, c'est très clair. Alors, si vous avez le temps, vous pourrez regarder les diapositives, parce qu'au début, je vais les passer très rapidement, parce que tout ça, c'est bien connu. Sur le site du ministère de l'Éducation nationale français, le mot orientation désigne la distribution des élèves dans les différentes voies du système scolaire, et l'accompagnement à l'orientation est présenté comme visant à favoriser la réussite des jeunes en les aidant à s'engager dans la filière d'études où ils ont plus de chances de succès compte tenu de leurs résultats scolaires actuels et passés. Or, donc, nous savons par ailleurs que ces filières sont différenciées en termes d'origine sociale et de genre des élèves. Alors, cet ancrage de l'orientation dans le monde de l'école distingue la France de la plupart des pays occidentaux, et notamment de la définition officielle de cet accompagnement qui a été formulée le 21 novembre 2008 par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres de l'Europe. Cette résolution européenne, donc, qui est publiée au journal officiel, votre métier, notre métier, a une définition européenne officielle publiée au journal officiel. Donc, c'est défini comme un soutien à l'autogestion de l'employabilité individuelle. Donc, cette résolution le précise. Il s'agit d'un accompagnement qui a pour finalité, s'agissant des jeunes, de les aider à construire leur employabilité de travailleurs qualifiés. Pour les adultes, de les aider à maintenir ou développer leur employabilité de travailleurs qualifiés, afin qu'ils puissent s'insérer sur le segment primaire du marché de l'emploi, c'est-à-dire celui des emplois qualifiés, et si possible, qu'ils y fassent une carrière. Donc ça, c'est brièvement résumé deux définitions de l'orientation, une orientation, celle qu'on trouve sur le site du ministère de l'Éducation, et celle officielle, très résumée, puisque le texte est relativement long, paru au journal officiel de l'Union européenne. Alors, cette dernière vision est la vision dominante dans le monde d'aujourd'hui. C'est une vision qui a donné lieu à un certain nombre de critiques des présupposés de cet accompagnement à l'orientation, et notamment de la part de deux chercheurs américains, dont une est Mary Sue Richardson, qui est donc professeure à l'Université de New York, et elle base sa critique sur une distinction entre ce qu'elle appelle le personal care work, le travail de soutien à sa propre vie et à celle des autres, qu'elle distingue donc du market work, c'est-à-dire le travail rémunéré sur le marché du travail. Alors, le travail rémunéré sur le marché du travail, c'est le travail qui donne lieu à un revenu dans les différentes sphères de la vie publique. C'est celui qu'on effectue aussi dans les établissements d'enseignants qui préparent à ce travail rémunéré. Le travail de soutien à sa propre vie et à celle des autres, c'est le travail qui est donc destiné à continuer à vivre soi-même, à aider les autres dépendants, les membres des communautés d'appartenance, etc. Donc ça désigne la parentalité, la prise en charge des parents âgés, la prise en charge de ses besoins potentiels, le bénévolat dans les organismes communautaires. Et, ajoute Mary Sue Richardson, les interventions d'accompagnement à l'orientation ne considèrent que le travail échangé sur le marché. Elles ignorent les activités non rémunérées et bénévoles, pourtant essentielles pour la réalisation des activités rémunérées. Et elle va plus loin encore, puisqu'elle développe une critique très vive des fondements
de cet accompagnement à l'orientation, et elle écrit notamment dans un article de 2012 ce qu'elle appelle la théorie, et elle met des guillemets à théorie, du choix d'orientation professionnelle et la technologie d'appariement des personnes et des professions se fondant sur les intérêts et les capacités qui sont à la base de l'orientation ne reconnaissent pas que de nombreuses personnes doivent accepter n'importe quel emploi qu'elles peuvent trouver sans pouvoir s'engager dans un processus d'appariement idéal. Ainsi, le paradigme et la théorie du choix d'orientation professionnelle masquent-elles le fait que le choix est de fait très limité, voire inexistant pour certains. Alors, cette critique a été amplifiée par un autre professeur qui est David Bluestein. Lui, il est professeur à Boston et il a notamment développé ce qu'il appelle une psychology of working, dont je vais dire un tout petit mot dans un instant. Et Bluestein écrivait déjà dès 2006 la notion de carrière qui reflète l'idée d'une série planifiée et hiérarchisée d'emplois soigneusement sélectionnés est profondément ancrée dans un modèle socio-culturel ne concernant qu'une minorité d'individus dans le monde. D'où son impératif pour lui de créer ce qu'il appelait une psychology of working, donc une psychologie différente de la psychologie du travail et des organisations habituelles, une psychologie de l'activité de travail qui cherche à embrasser à la fois le travail qu'on fait pour survivre et le travail dans lequel on s'engage en tant que moyen d'exprimer son intérêt personnel pour le monde, donc de se réaliser dans le monde. Alors il m'a semblé, en lisant ces critiques, qu'on pouvait les approfondir en se reportant à un ouvrage très célèbre, malheureusement traduit de manière bizarre en français, le livre d'Hannah Arendt, qui en français donc s'intitule « Conditions de l'homme moderne ». Et le titre allemand, à mon avis, donne vraiment l'idée centrale de Hannah Arendt, à savoir que vivre pour un être humain, c'est mener une vie active. Et donc, c'est un livre qui porte sur la vie active. Alors ce que nous dit Arendt, c'est que le concept de vie active est beaucoup plus général que celui de travail. Alors, le travail, donc elle utilise le mot « work » en anglais, dit « Erstellung » en allemand. C'est traduit en français par l'œuvre. Donc, si vous lisez le livre en français, c'est vraiment, on est perdu quand on lit le livre en français. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, donc, le travail n'est qu'un des trois aspects de la vie active, selon l'analyse qui me paraît tout à fait pertinente de Hannah Arendt. C'est l'activité de fabrication, celle qui produit des œuvres, c'est-à-dire quelque chose, c'est pour ça qu'ils ont choisi œuvre en français, qui produit quelque chose de durable. L'activité dans laquelle l'individu peut s'investir personnellement, car il réalise quelque chose de relativement durable dans lequel il peut se reconnaître, peut dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Mais, dit Arendt, la vie active est aussi faite de labeur et d'action. Le labeur, donc labor en anglais, die Arbeit en allemand, désigne toutes les activités qui permettent à l'individu de se maintenir en vie. Des activités sans cesse recommencées, indispensables à la survie, mais qui ne laissent pas de traces d'une œuvre produite. C'est par exemple le labeur des immigrés qui récoltent des fruits dans les grandes ou des légumes dans les grandes exploitations agricoles. C'est le labeur des femmes qui font le ménage la nuit dans les grandes entreprises, etc. Et là, donc, deuxième catégorie de vie active, il y a du travail, il y a du labeur, et il y a aussi ce qu'elle appelle de l'action, alors en anglais action et en allemand das Handeln. Il s'agit des activités collectives d'organisation qui sont rendues nécessaires notamment par le fait que le labeur et le travail engendrent toujours quelque chose de plus que le résultat immédiat. Par exemple, le labeur des gens qui livrent des repas à domicile, ça va produire des déchets. Il va falloir mettre en place tout un système pour éliminer ces déchets, les recycler, enfin, etc. Donc, il va falloir mettre en place une organisation. Donc, l'action, c'est l'activité propre aux êtres humains de faire monde ensemble en initiant quelque chose de nouveau par la médiation d'un agir raisonnable. Voilà donc les trois dimensions de la vie active que distingue Hannah Arendt. Et il me semble que les analyses d'Hannah Arendt permettent de différencier trois grands types de questions d'orientation que peuvent se poser les personnes. Certaines doivent se poser la question « quel labeur puis-je trouver pour assurer ma survie quotidienne ?» C'est la question des immigrés, ou comme l'a montré Coquard dans un bouquin récent, c'est la question des femmes en France dans des zones en déclin économique.
deuxième type de question, quel travail me permettrait de devenir celui ou celle que j'anticipe d'être? C'est la question des détenteurs d'un capital de carrière. Et vous voyez bien que l'orientation, habituellement, chez nous, elle est centrée sur cette deuxième question. Et la dernière question d'orientation, c'est par quelle forme d'action pourrais-je contribuer à résoudre avec d'autres certains des problèmes écologiques, économiques, sociaux, politiques que nous rencontrons? Et là, c'est la question de personnes qui vont s'engager, par exemple, dans des actions revendicatives, en politique, dans des associations, etc. Donc, en résumé, si on reprend les choses dans le langage d'Hannah Arendt, on peut dire que les formes dominantes d'accompagnement à l'orientation ne considèrent la vie active que sous son aspect travail et carrière. Elles ignorent que beaucoup d'emplois ne sont que des labeurs. Elles ne considèrent l'action que du point de vue des carrières professionnelles individuelles auxquelles elle peut donner lieu. Donc, une vision dominante de l'orientation, de l'accompagnement à l'orientation, des critiques qu'on peut développer avec Hannah Arendt. Dans le même temps, il y a aussi d'autres visions de l'accompagnement en orientation. Et avec un certain nombre de collègues qui se sont réunis, notamment à Bruxelles, pendant une demi-douzaine d'années, au début du XXIe siècle, il y a un groupe qui a réfléchi à ce que pouvait être l'accompagnement à l'orientation au début, dans le contexte qui était le nôtre aujourd'hui. Ce groupe s'est appelé le groupe international de recherche en life design. Et donc, ça a donné lieu à une publication en anglais d'abord, un article qui a été traduit dans plein de langues, qui est cité sans arrêt. Alors, je ne sais pas si les gens qui le citent judicieusement. Je ne sais pas toujours. Il est mis à différentes sauces. En tout cas, il a été traduit en français dans l'orientation scolaire et professionnelle. Et je vais vous lire simplement deux phrases qui caractérisent ce point de vue sur l'accompagnement à l'orientation. Le centre est le suivant. La personne, disent les auteurs de ce texte, se pose la question « Que vais-je faire de ma vie ?» Et aussi bien, autrement dit, attendez, j'ai sauté, je pense. Voilà. Voilà. Une des conséquences majeures des interrelations entre les différents domaines de la vie est que nous ne pouvons plus parler avec assurance d'orientation professionnelle ou de conseils en orientation scolaire ou professionnelle. Il nous faut plutôt envisager des parcours de vie au cours desquels les individus projettent et construisent progressivement leur vie en y incluant leur parcours professionnel. Autrement dit, on peut dire que le life design, d'une certaine manière, ce groupe est proche de la conception de la vie active développée par Hannah Arendt. Ceci dit, il me semble que notre groupe, puisque nous sommes plusieurs dans la salle à avoir fait partie de ce groupe de réflexion, méconnaît un phénomène majeur, a méconnu un phénomène majeur. En fait, le suivant, c'est qu'une personne ne peut définir des perspectives d'avenir qui donnent sens à ses différentes expériences de vie qu'en se référant à un certain imaginaire relatif à l'avenir de la société dans laquelle elle désire vivre, un certain imaginaire sociétal. Autrement dit, il faut avoir une certaine idée du futur de la société dans laquelle on vit pour pouvoir donner sens à ces différentes expériences de vie. Et cet aspect a été, à mon avis, assez bien formalisé par une collègue italienne, Maria Luisa Pombeni, qui, dans les mêmes années où travaillait le groupe dont je viens de parler, a écrit un ouvrage fort intéressant. C'était une professeure de l'université de Bologne. Elle a développé donc une approche qui est consonante avec celle de l'International Life Design Research Group, mais elle a ajouté quelque chose d'important que nous n'avons pas traité lorsque on a réfléchi à ça, à savoir que réfléchir à la direction à donner à sa vie implique une maturation sociale. Alors je ne vais pas reprendre, parce que je veux économiser un peu de temps, je ne vais pas reprendre toutes les citations que j'avais copiées de Maria Luisa Pombeni, mais je vais simplement résumer
ceci en lisant ce que j'ai écrit sur cette diapositive, à savoir que Maria Luisa Pombeni, en accord avec le groupe de recherche sur le life design, considère que s'orienter, c'est construire des anticipations de soi qui permettent de mettre en perspective ces différentes expériences de vie en leur donnant un sens, mais elle ajoute que ces anticipations individuelles ont nécessairement une dimension sociétale, en l'occurrence qu'elles renvoient à l'anticipation d'un certain avenir collectif. Une personne ne peut produire des anticipations relatives à son propre avenir qu'en se référant à ce qu'elle imagine être le futur de la société, de l'économie, de l'organisation des activités productives dans les collectifs où elle vivra. Autrement dit, il y a comme une triangulation. C'est parce que j'ai cet imaginaire-là que dans mes expériences, je repère tel ou tel trait qui devient pertinent pour réfléchir à mon avenir. Alors, souvent, le futur commun auquel se réfère la personne pour imaginer son avenir reste implicite. C'est-à-dire que souvent, la personne conçoit l'avenir comme une simple continuation du monde d'aujourd'hui. Mais, dans certains cas, la personne peut aussi s'interroger sur le monde qui vient et aussi sur celui qu'il conviendrait de construire ensemble. Elle peut alors élaborer ses anticipations personnelles en fonction des réponses qu'elle apporte à ces questions. Quel monde construire ensemble? Donc, c'est cette analyse de Maria Luisa Pombeni qui me semble particulièrement pertinente pour réfléchir à l'accompagnement, à l'orientation que nous pourrions construire pour faire face aux immenses difficultés auxquelles le monde d'aujourd'hui est confronté. Donc, je viens de vous présenter en gros quatre définitions de l'orientation. Je vous ai dit qu'il y avait des critiques qui étaient formulées vis-à-vis de celle qui est la vraiment dominante aujourd'hui, qui est celle officielle de l'Union européenne, publiée au journal officiel. Ce que je voudrais dire, donc, et je vais essayer de traiter maintenant dans la deuxième partie, quel pourrait être cet accompagnement à l'orientation que nous pourrions construire pour faire face aux immenses difficultés auxquelles le monde est aujourd'hui confronté. Mais je voudrais vous dire que ces différentes définitions de l'orientation, ces débats, ces critiques ne sont pas nouveaux. Si vous avez lu, par exemple, pour la France, les écrits de Michel Hutto sur cette question, vous verrez que vous avez vu qu'aux alentours de 1900, il y avait des débats très, très sévères en France sur l'orientation. Pourquoi? En vue de quoi? À quoi ça sert cet accompagnement-là? Et on trouve un débat analogue aux États-Unis, et on le trouve notamment dans les actes du congrès de Grand Rapides qui, en 1913, a fondé l'association, l'équivalent de votre association, mais l'association américaine en 1913, donc fondée à Grand Rapides. Et donc, lors de cette fondation, il y a eu des débats très très forts sur la finalité de l'accompagnement à l'orientation. C'est pourquoi la finalité de l'orientation. Et d'un côté, il y a eu deux partis. Il y a eu un parti qui venait principalement, disons, de l'équivalent des chambres de commerce et d'industrie, on va dire, pour la France, qui disait que d'un côté, donc, à leur point de vue, l'accompagnement à l'orientation, ça a pour but d'optimiser le fonctionnement de l'économie de marché et de maintenir l'organisation sociale actuelle. Et à l'opposé, vous aviez des universitaires, dont deux universitaires très célèbres, John Dewey et puis George Herbert Mead, celui qui a écrit L'esprit, le soi, la société, donc un des fondateurs de la psychologie sociale. George Herbert Mead a participé au congrès en question, qui disait au contraire que l'accompagnement à l'orientation, ça a pour finalité sociale de transformer cette économie, cette organisation en vue d'accroître la justice sociale et de permettre des développements humains optimaux. Et par exemple, ils ont beaucoup défendu pendant ce congrès le droit aux femmes à être éduquées, puisque ça n'allait pas de soi du tout à l'époque. Et comme vous savez, les femmes n'ont pu intégrer les universités américaines que dans la deuxième partie du XXe siècle. Bien. Alors, on se trouve aujourd'hui confronté à des questions de même type autour de quelle finalité pour l'orientation. Et comme je vous l'ai dit au départ, la thèse que je défends, c'est l'idée qu'il nous faut accompagner la construction de formes de vie active
pour faire face aux enjeux de la crise mondiale actuelle. Alors je vais résumer très brièvement les 3 ou 4 aspects principaux de cette crise mondiale que tout le monde connaît. Donc on l'a nommé crise de l'Anthropocène, crise du Capitolacène, je vais revenir sur ces termes dans un instant. Donc depuis plusieurs décennies, on va dire 3 ou 4 décennies, peut-être 5, l'humanité vit une crise d'une telle ampleur qu'elle conduit à s'interroger sur la pérennité des formes de vie humaines d'aujourd'hui. Alors les 3 principaux aspects de cette crise, c'est d'abord des problèmes de démographie et de justice sociale. Vers le milieu du siècle, il devrait y avoir environ 10 milliards d'êtres humains sur Terre. C'est à peu près les effectifs qui sont prévus, sauf en cas d'une pandémie nouvelle qui éradiquerait un certain nombre d'individus. Bon, 10 milliards d'êtres humains qui pourraient vivre dans des conditions d'extrême inégalité de richesse. Alors là, il y a des tas de rapports là-dessus. J'ai copié, par exemple, un des chiffres publiés par Oxfam, l'organisme britannique, là, qui disait qu'en 2017, 82% de la richesse produite dans le monde a été accaparée par les 1% les plus riches. Toujours Oxfam, d'après leurs études, depuis 2010, le patrimoine des plus riches augmente systématiquement 6 fois plus vite que les rémunérations des travailleurs. Autrement dit, il y a un accroissement, une polarisation de la richesse mondiale. Donc ça, c'est la première dimension de cette crise. Alors la deuxième dimension de la crise, c'est l'enjeu écologique majeur dont on parle souvent, vous le savez, épuisement des ressources naturelles, accumulation de déchets, réchauffement climatique, pollution, montée des océans, tout cela étant à l'origine de migrations massives, des migrations qui ne sont pas près de se terminer. Alors, il y a un organisme qui, chaque année, calcule ce qu'ils appellent le jour de dépassement, c'est-à-dire le moment où nous avons consommé plus de biens que la Terre ne peut en produire en un an, et le jour où nous avons dépassé le nombre de déchets que la Terre peut régénérer en une année. Et donc, ça avance tous les ans, sauf pendant la pandémie où ça reculait un peu. Donc, mais là, on avance à nouveau. Donc, cette année, pour le jour du dépassement, pour la planète, c'était le 28 juillet. Pour la France, c'est-à-dire si tout le monde vivait, si le monde entier vivait comme nous vivons, ça serait le 5 mai. Alors, je ne vous dis pas, si tout le monde, le record absolu, c'est le Luxembourg. Si tout le monde vivait comme les Luxembourgeois, ça serait absolument désolant pour la planète. Bien. Bon. Troisième dimension de cette crise, de graves dégradations du travail et de l'emploi. Donc, comme vous le savez, il y a eu des délocalisations d'emplois dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Partout, un affaiblissement du droit des travailleurs. Donc, partout, le droit du travail est rogné par rapport à ce qu'il a été. Il y a eu des développements du précariat. Et puis, il y a eu des institutions de forme très flexible d'emploi. Alors, pour donner des chiffres encore ceux qui interpellent le plus, il y a quelques jours, l'Organisation internationale du travail a publié un rapport disant que maintenant, il y a 50 millions de personnes qui sont des esclaves dans le monde et que ça fait 10 millions de plus qu'il y a 5 ans. Donc, on voit ce genre de statut se développer, le statut, j'ose pas dire professionnel, mais enfin, voilà. J'ai mis une photo aussi en dessous de l'usine Shenzhen. Shenzhen, c'est une ville juste à côté de Hong Kong, où il y a une implantation de l'entreprise Foxconn. Foxconn, c'est l'entreprise qui fabrique les produits Apple, les produits Dell, etc. On a tous du Foxconn dans la poche. Et donc, l'entreprise à Shenzhen, c'est très difficile d'avoir des informations, mais grâce à un congrès de Christophe Dejour, on a pu avoir quelques informations. C'est une immense caserne, 300 000 ouvriers dans l'usine de Shenzhen. Foxconn, c'est beaucoup plus gros. Et on a quelques photos, et donc, c'est un fonctionnement militaire. Les conditions de travail sont telles qu'on a tendu en haut des immeubles des filets
puisque les ouvriers avaient l'habitude de se suicider en se jetant du haut des immeubles. Donc, des transformations des conditions de travail qui sont assez terribles. Et puis, donc, quatrième dimension, si on veut dire qu'il y a une quatrième dimension, c'est que c'est la pandémie de Covid-19 qui est probablement une manifestation supplémentaire de cette crise globale. Alors, on a nommé ça, comme je vous le disais, crise de l'Anthropocène, puisque on pense que c'est le poids des modes de vie, des formes de vie d'une partie de l'humanité au moins, qui génère ces problèmes. Et on a observé que la population mondiale avait été multipliée par 10 allait être multipliée par 10 en 200 ans, puisqu'il a fallu jusqu'en l'an 1850 pour arriver au premier milliard d'êtres humains. Et de 1850 à 2050, on va passer ceux qui seront encore là en 2050 pourront observer que la population mondiale sera donc de 10 fois supérieure à ce qu'elle était 200 ans plus tôt. Alors, pour faire face à ça, les États représentés à l'ONU ont voté, lors de l'Assemblée générale de 2015, un plan d'action très détaillé, très bien fait. Il était adopté à l'unanimité, qui s'appelle le programme de 2030 pour le développement durable ou soutenable. Je vous ai mis la couverture de la version anglaise. Alors, cette résolution donc, définit 17 grands objectifs à atteindre et 169 cibles précises qu'il nous faut maintenant réaliser dans les 8 prochaines années. Problème, comme le dit Antonio Guterres tous les ans, il disait en 2021, le monde avance dans la... Antonio Guterres, c'est le secrétaire général de l'ONU, j'ai oublié de vous dire ça, mais je pense que tout le monde le sait déjà. Le monde avance dans la mauvaise direction. La pandémie a démontré notre échec collectif à nous rassembler et à prendre des décisions communes pour le bien commun, même face à une urgence mondiale immédiate et potentiellement mortelle. Cette année, il avait dit, avant-hier, mais je n'avais pas la défier, je n'avais pas le discours, quand j'ai fait la diapositive, je n'avais pas le discours absolument incroyable qu'il a prononcé hier devant tous les chefs d'État, enfin, sauf Poutine et le chef d'État de la Chine qui n'était pas présent. Donc, il avait dit ça il y a quelques jours, canicule en Europe, inondation colossale au Pakistan, sécheresse grave et prolongée en Chine, dans la Corne de l'Afrique, aux États-Unis. Il n'y a rien de naturel dans l'échelle nouvelle de ces désastres. Ils représentent le prix de l'addiction de l'humanité aux énergies fossiles. Donc, il a répété ça hier, mais avec une insistance terriblement forte et en disant que ça ne pouvait vraiment pas continuer comme ça. Alors qu'on est confronté, par exemple, au fait, il a dit explicitement que les grandes entreprises actuellement qui vivent sur les énergies fossiles développent exactement la même stratégie que les industries du tabac pour faire un lobbying, etc., pour empêcher que les choses changent. Il a fait un discours. Reportez-vous à ce discours-là. Je ne sais pas si vous le trouverez en français. En tout cas, on le trouve en langue anglaise assez facilement. Je l'ai lu ce matin. Bon, je ne pouvais pas changer la diapositive. Alors, tout ça, ça fait qu'il n'est pas très étonnant de lire les résultats de l'enquête qu'a publié le journal The Lancet, qui est un journal normalement plutôt médical, mais qui s'intéresse aussi à des problèmes planétaires maintenant. Ils ont publié le 7 septembre 2021, une étude à laquelle 10 000 jeunes de 16 à 25 ans de 10 pays différents, donc il y a la France dans ces pays-là, ont répondu c'était un questionnaire sur Internet. Et lorsque vous lisez cette étude-là, vous pouvez lire des choses qui montrent l'inquiétude de la plupart des jeunes de 16 à 25 ans qui ont répondu. 83% sont d'accord avec la proposition « Les humains n'ont pas pris soin de la planète ». 77% sont d'accord avec la proposition « L'avenir fait peur ». 60% se sentent très ou extrêmement inquiets du changement climatique. 39% disent qu'ils hésitent à avoir des enfants. 31%
estiment que leur gouvernement en fait assez pour éviter la catastrophe. Autrement dit, plus des 2/3 estiment que le gouvernement n'en fait pas assez pour... voilà. Donc, des résultats qui ne sont pas très surprenants et qui vont dans le sens, finalement, de ce que Antonio Guterres dit chaque année. Et de nombreux analystes, alors là aussi c'est une version très compressée que je vous donne là, de nombreux analystes concluent que résoudre cette crise supposerait de remodeler en profondeur les systèmes d'exploitation des ressources naturelles, l'organisation mondiale des échanges commerciaux, les formes d'organisation du travail, ainsi que les modes de vie humains les plus nantis. Donc j'ai mis une liste de personnes qui ont développé cette thèse-là. On n'a pas le temps d'entrer du tout dans le détail, mais dedans, il y a un psychologue très, très connu, que tout le monde connaît, qui a travaillé sur cette question, c'est Serge Moscovici, qui a publié. Et puis, il y a quelqu'un dont vous entendrez peut-être parler par la suite, parce que j'ai vu qu'il y avait une intervenante qui allait parler, je crois que c'est cet après-midi, qui est une spécialiste d'André Gortz. J'ai vu qu'elle était dans le programme. Et donc, André Gortz a beaucoup écrit sur ces questions-là. Alors, donc, selon ces analystes, cette crise résulterait non pas des activités en soi d'une humanité qui serait devenue pléthorique, mais des activités humaines telles que mises en forme par le mode de production capitaliste. D'où la proposition d'un chercheur suédois qui s'appelle Andreas Malm de la renommer non plus crise de l'Anthropocène, mais crise du Capitalocène. C'est plus difficile à dire. Bon. Il y a quelqu'un qui a bien résumé ces analyses-là. C'est le pape. Dans son encyclique, qui est très intéressante à lire, qui s'appelle Laudato Si, de 2015, il a trouvé une formule qui résume, à mon avis, les choses. Il dit « L'humanité a besoin de changer de paradigme technico-économique ». Et il développe un peu cette idée dans le paragraphe 202 de l'encyclique. La conscience d'une appartenance mutuelle et d'un avenir partagé par tous est nécessaire. Cette conscience fondamentale permettrait le développement de nouvelles convictions, attitudes et formes de vie. Ainsi, un grand défi culturel, spirituel et éducatif qui supportera de longs processus de régénération est mis en œuvre. Bien, donc je pense que ces analyses ont des implications pour l'accompagnement à l'orientation des vies actives, si je reprends le terme de vie active de Hannah Arendt. Ça veut dire que les finalités de cet accompagnement ne peuvent plus être ni de stimuler l'employabilité dans les systèmes actuels de travail, ni d'aider les individus à se projeter dans l'avenir sans s'interroger sur la contribution de leur vie active au développement d'un monde à l'économie soutenable et équitable. Donc, je crois que l'accompagnement à l'orientation ne peut désormais avoir pour finalité que d'aider individus et collectifs, et plus particulièrement les jeunes, à trouver des réponses à la question « Par quelle forme de vie active puis-je contribuer avec les autres? Pouvons-nous contribuer ensemble à un développement soutenable et équitable ?» Donc, cette question est au cœur des travaux d'un projet UNESCO-UniTwin qui fédère actuellement une vingtaine d'universités dans le monde. C'est l'UNESCO qui a voulu, l'UNESCO c'est un relais de l'ONU, et donc l'UNESCO a voulu créer quelque chose dans le domaine de l'orientation pour faire en sorte que dans le domaine de l'orientation, il se produise des choses qui soient en lien avec les résolutions votées à l'ONU. Et donc, d'où la création de cette chaire et de ce réseau UniTwin. Donc, c'est un réseau UNESCO, un réseau UniTwin, de personnes qui cherchent à réorienter l'orientation vers l'accompagnement à l'orientation, vers un développement soutenable, équitable et solidaire, ce qui suppose de construire des interventions adaptées et de mettre au point des concepts sur lesquels les fonder. Je vous ai mis 2 couvertures d'ouvrages qui avaient été publiées, qui ont déjà été publiées par ce réseau ou par cette chaire. Donc, des nouvelles interventions, et comme je vais vous le dire dans un instant, des nouvelles interventions qu'il va falloir fonder sur un nouveau champ conceptuel, à mon avis. Enfin, j'en suis intimement persuadé. Ces nouvelles interventions se distinguent des formes habituelles de soutien au développement de carrière
par le fait qu'elles ne considèrent pas l'avenir comme un simple prolongement des formes de vie, des systèmes de travail et d'échange d'aujourd'hui, mais comme à construire. Elles incluent une réflexion sur ce monde à construire et sur les manières de contribuer à ce changement de paradigme technico-économique, si je parle comme le pape. Bon. Alors, ça veut dire que, par exemple, pour les jeunes, on peut noter que les actuels ateliers d'éducation à l'orientation, je ne sais pas s'il en existe encore beaucoup, mais pendant tout un temps, il y avait des ateliers d'éducation à l'orientation. En général, elles se centrent sur les fonctions professionnelles que les jeunes pourraient exercer dans l'avenir, lesquelles pourraient les intéresser, quelles compétences développer pour y parvenir, par quelles expériences formatives. Des questions analogues se retrouvent dans des ateliers d'éducation contribuant à une orientation vers un développement soutenable et équitable. Mais les références, cette fois, ne sont plus des métiers à venir, ce sont les objectifs et les cibles définis par des rapports tels que ceux de l'UNESCO. Donc la réflexion des participants va porter sur des questions telles que à la réalisation de quel objectif ou de quelle cible puis-je le mieux contribuer? Par quelle forme de vie active? Laquelle me conviendrait le mieux? Comment m'y préparer? Donc vous voyez, on change la focalisation. Voilà une différence. Donc, et on peut imaginer aussi des ateliers d'éducation destinés aux adultes. Je vais sauter ça, les ateliers destinés aux adultes, puisque ici on est plutôt dans les questions d'orientation des jeunes. Voilà. Toujours est-il que pour construire ces nouvelles interventions, il va falloir revoir notre vocabulaire. Il va falloir revoir nos concepts fondamentaux. Comme Alain Suppiot, donc, qui est professeur émérite depuis cette année au Collège de France, l'a montré, l'actuel accompagnement au développement de carrière se fonde sur un ensemble de notions qui ont été importées des ressources humaines dans les actuels systèmes de travail. Autrement dit, les psychologues qui font de l'accompagnement à l'orientation, ils parlent le langage de la gestion des ressources humaines actuellement. Ils ne parlent pas de psychologie, ils parlent de la gestion des ressources humaines. De ce fait, Volins-Nolins, ces actuelles interventions posent ces actuels systèmes de travail comme étant l'horizon ultime de la réflexion. Or, créer un accompagnement à l'orientation vers un développement équitable et soutenable implique d'élaborer un champ conceptuel sur lequel le fonder. C'est ce que des auteurs comme, par exemple, Houlet ou Sultana, ou Peter Plant qui est déjà venu dans le temps dans des congrès de ce qui s'appelait initialement la COP. Voilà. Disent il faut construire un nouveau champ conceptuel. Et je pense que ça, c'est une tâche à laquelle les jeunes de cette salle doivent s'engager. Il faudrait construire ce champ conceptuel, à mon avis, à partir de certaines notions qu'on pourrait reprendre des débuts de la psychologie vocationnelle, en redéfinissant par ailleurs des concepts issus de l'actuel développement de carrière et d'adaptation de modèles théoriques issus des sciences humaines et sociales. Personnellement, je suis persuadé que le concept de forme de vie, qui tient une place majeure dans un ouvrage qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de la psychologie et du développement et de l'accompagnement, publié par Edward Spranger, donc première version en 14 et ensuite une série d'éditions en 21, donc il s'appelle Lebensformen, les formes de vie. Je pense que le concept de forme de vie peut assurer un solide fondement à ce nouvel accompagnement. Le bouquin de Spranger, il a connu un très très grand malheur. Il était traduit en anglais. Et il était traduit en anglais par Types of Men. Et donc, forme de vie est devenu type d'êtres humains. Et tout le monde connaît dans la salle la dégénérescence de la pensée de Spranger. Ça s'appelle la typologie de Hollande. De reprise en reprise, le concept de forme de vie a été complètement éradiqué et remplacé par un système de valeurs, d'intérêts, etc. Toujours est-il que le concept de forme de vie, qui est donc central dans la pensée de ce psychologue allemand,
a connu de très importants développements au cours du XXe siècle, notamment avec Ludwig Wittgenstein, Michel Foucault, et récemment par un philosophe qui tient une place importante dans la pensée d'aujourd'hui, Giorgio Agamben. Alors, pour vous en dire 2 mots, je suis parti d'un article publié par deux chercheuses, Estelle Ferrarez et Sandra Laugier, qui ont publié un numéro spécial de la revue Raison politique. Raison politique, c'est la revue de l'Institut des sciences politiques de Paris. Et elle donne une première définition de forme de vie qui peut être un point de départ pour la réflexion. Une forme de vie tient ensemble des pratiques sociales, des institutions, un rapport au monde et des manières de percevoir, des attitudes et des dispositions comportementales. Elle détermine le cadre des idées possibles de la vie bonne. Donc, forme de vie présente l'avantage que soulignait déjà Spranger de permettre de se déconnecter de la vision d'un individu individualisé que caractériseraient des traits qui le définiraient de manière essentielle et qui le doteraient d'une certaine identité. En se centrant sur les interactions, sur les significations caractérisant la forme de vie d'un certain groupe humain, le concept de forme de vie souligne que ce que nous considérons habituellement comme le capital de propriété d'un individu, des compétences, des traits de personnalité, des valeurs, tout cela, ça dépend de la forme de vie dans laquelle cet être singulier interagit, dialogue, construit certaines significations en relation avec les institutions propres à cette forme de vie. Alors ça paraît très abstrait, il faudrait peut-être s'y arrêter, on pourrait faire un cours de 2 ou 3 heures là-dessus. Alors pour essayer de donner une idée de ce que signifie cette idée finalement d'un décentrement par rapport à l'individu individualisé, j'ai imaginé l'exemple suivant, un exemple de migrant. Imaginez un homme qui pratique la médecine traditionnelle au sein d'une communauté mapuche du Chili. Dans cette forme de vie, les talents particuliers donc, à cette pratique médicale traditionnelle, les talents particuliers à cette médecine sont reconnus. Imaginons maintenant que, suite à l'industrialisation de l'exploitation de la forêt, qui bouleverse ses conditions de vie, cet homme se résigne à migrer et qu'il vienne en Europe, par exemple. Évidemment, il ne va pas être reconnu comme médecin. Pire, s'il use dans sa forme de vie, s'il use de ce qui, dans sa forme de vie originaire, était reconnu comme des talents particuliers, il risque d'être emprisonné et de se voir attribuer une identité de délinquant qui se substitue à celle de chaman, qui était celle dans son système, dans sa forme de vie initiale. Donc c'est ça, c'est ce décentrement que produit la notion de forme de vie, à savoir que c'est dans un certain système d'interaction que les traits prennent sens. Alors, cet exemple porte sur ce que nous avons l'habitude de nommer des compétences, dont nous considérons que chaque individu détient un certain capital. Différemment, l'approche en termes de forme de vie considère que les talents de chaque être singulier sont fonction de la forme de vie dans laquelle s'insère son existence. Et un concept qui est très proche de ça, c'est celui de capacité d'Amartya Sen, l'économiste qui a eu le prix Nobel il y a quelques années. Le concept de capacité est consonant avec cette approche. Et en effet, Sen définit la capacité comme l'opportunité de réaliser des combinaisons de fonctionnement humain valorisées par les personnes. Ce qu'elle peut effectivement faire ou être dans, alors il n'utilise pas le vocabulaire forme de vie, mais dans ce système de vie qui caractérise l'individu. Mais par ailleurs, le concept de forme de vie souligne que les organisations humaines sont fondamentalement différentes de celles qui caractérisent les groupes d'animaux. Les formes de vie humaines n'ont rien à voir avec l'organisation d'une ruche d'abeilles. Elles n'ont rien à voir avec ce type d'organisation parce que, comme le dit Giorgio Agamben, une forme de vie reste toujours à l'état potentiel, même quand elle semble réalisée, établie, sédimentée. En effet, ce qui différencie les humains des autres espèces vivantes, c'est qu'ils s'interrogent sur le bonheur. Les abeilles ne se demandent pas qu'est-ce que c'est qu'être une abeille heureuse. Ben, nous, si. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire que notre vie soit heureuse? De ce fait,
les humains sont toujours engagés dans une réflexion sur la forme de vie qui permettrait d'optimiser le bonheur de chacun. Pour rendre compte de cet aspect réflexif, Abangem, donc, qui a travaillé sur le concept ces derniers temps, écrit forme de vie dans ce sens-là avec des tirets. Donc, forme de vie désigne une approche selon laquelle, fondamentalement, et là je vais citer la synthèse je vais citer Abangem, cité par Ferrarez, les modes, les actes et les processus singuliers du vivre ne sont jamais simplement des faits, mais toujours avant tout des possibilités de vie, toujours avant tout des puissances. Tout comportement, toute forme de vivre, du vivre humain, ne sont jamais prescrits par une vocation biologique spécifique, ni assignés par une nécessité quelconque, mais bien qu'habituels, répétés et socialement obligatoires, ils conservent toujours le caractère d'une possibilité. Donc, Ferrarez et Laugier établissent un lien entre cette caractéristique des formes de vie et le constat des crises actuelles, l'observation des crises actuelles, donc dans ce numéro de la revue de l'Institut d'études politiques de Paris, elles écrivent la possibilité d'une transformation radicale de nos formes de vie est bien l'horizon politique de notre siècle, que ce soit par exemple dans l'adaptation aux nouvelles conditions climatiques ou environnementales. C'est nous qui sommes les transformateurs de nos formes de vie. Reste à savoir qui est ce nous. Et c'est tout l'enjeu, encore, de ces critiques de la forme de vie. Il révèle en tout cas, et ça me paraît extrêmement important pour nous, c'est bien par l'agentivité sur et par les formes de vie, et non par des définitions ou critères de l'humain, que l'on pourra définir l'espace et l'expression de l'humain. Et je pense que cette conclusion nous invite à construire un accompagnement à l'orientation visant à faire face aux défis qui menacent actuellement l'humanité, un accompagnement à la détermination des formes de vie qui se fonderaient sur une double réflexion. Donc, accompagnement à la détermination de formes de vie qui se fonderait sur une réflexion collective sur les systèmes de formes de vie ouvrant à tous des potentialités de vie heureuse, et l'autre propre à chaque être humain sur ses potentialités de futures formes personnelles de vie active en lien avec celles des autres, couvre les interprétations, les lectures qu'ils peuvent faire en dialoguant avec des autres de ces expériences de vie passées, présentes et espérées. Ce nouvel accompagnement aurait donc comme finalité de permettre aux individus et collectifs de... J'ai mis construire, mais je ne suis pas content de construire. Les capacités requises pour concevoir... Non, c'est parce que pour déployer, voilà. Pour déployer. Pour déployer. Le mot à place de construire, c'est déployer. Permettre aux individus et collectifs de déployer les capacités requises pour concevoir et mettre en œuvre des vies actives constitutives de formes de vie durables ou soutenables, équitables et humaines. J'en arrive donc à ma conclusion. En résumé, je vous ai dit que les humains ne pourront sortir sans dégâts majeurs, famine, guerre, pandémie, coup d'État, régimes dictatoriaux, ostracisme. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, je fais que répéter. Je fais que répéter ce que dit Guterres chaque année. Je fais que répéter ce que le président Obama a dit lorsqu'il est allé à Oxford à la fin de son mandat. C'est exactement ça. De la crise de l'anthropo-capitalocène qu'en engageant de profondes réformes. Les grandes organisations internationales, les Nations Unies, l'UNESCO, l'UNICEF, l'Organisation internationale du travail, ont adopté des résolutions non contraignantes, malheureusement non contraignantes, précisant les grandes lignes de ces réformes. Donc on a réfléchi. C'est écrit. Il suffit de lire, puis d'appliquer. Bon. Les actuelles interventions d'accompagnement à la construction des vies actives, conseils, éducation en orientation, peuvent devenir des dispositifs contribuant à la réalisation de ces résolutions, en centrant la réflexion des bénéficiaires sur la question « Par quelle forme de vie active pouvons-nous contribuer à la réalisation des objectifs de développement soutenable et équitable ?» Une réflexion qui vise à permettre aux bénéficiaires de construire un imaginaire du futur sur la base duquel ils peuvent se projeter dans l'avenir.
Cet imaginaire n'est plus celui du développement de carrière d'aujourd'hui, qui considère les actuels systèmes de travail comme l'horizon ultime de la réflexion. Ce nouvel imaginaire est celui des formes de vie active requises pour créer une économie mondiale soutenable et équitable. Mais pour réaliser ça, il y a au moins 2 problèmes majeurs à résoudre. Premier problème, développer des recherches qui visent à mettre au point ces nouvelles interventions en les expérimentant et en rénovant le champ conceptuel sous-jacent, comme j'ai tenté de montrer un peu avec l'exemple des formes de vie. Et puis, instituer des structures proposant ces interventions au public. Or, les choses ne sont pas brillantes. C'est-à-dire que le réseau UNESCO-UNITWIN dont j'ai parlé, accompagnement des personnes vers le travail décent et le développement durable, ne bénéficie d'aucun financement propre. Les recherches sur les méthodologies d'accompagnement sont ce qu'on appelle des travaux en perruque, c'est-à-dire des travaux effectués dans les marges de l'activité normale des institutions qui le font. Il n'existe pas, enfin je n'ai pas vérifié là tout à fait récemment, en tout cas il n'existait pas ces dernières années d'appel d'offres pour des recherches dans le champ de l'accompagnement à l'orientation vers un développement soutenable et équitable. C'est-à-dire dans le domaine de l'orientation, si vous voulez faire une recherche sur comment maintenir les vieux au travail, vous allez avoir plein de sous. Si vous... Ah ben... si vous voulez faire une recherche sur comment aider les jeunes à réfléchir à des formes de vie contribuant à atteindre les objectifs votés, par exemple, par l'ONU, ben vous n'aurez pas un sou. Tous les appels d'offres de l'Union européenne, en conformité avec la définition de l'accompagnement à l'orientation, se centrent sur des questions d'employabilité et de circulation des travailleurs sur le marché du travail. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, comment offrir ces nouvelles interventions aux différents publics? Bon, on pourrait intégrer certaines d'entre elles, elles devraient l'être au programme scolaire, mais ça supposerait des réformes touchant l'ensemble du programme et du curriculum scolaire, ce qui est un changement très important. D'autres interventions s'adressent à des publics non scolarisés. Or, on sait qu'au cours du XXe siècle, des offices publics d'accompagnement à l'orientation ont été mis en place. Et on pourrait imaginer de les développer et de réorienter, au moins en partie, leurs activités vers cette nouvelle finalité. Mais les politiques néolibérales d'aujourd'hui vont dans le sens d'une disparition progressive de ces services publics. Les organismes privés qui s'y substituent ne semblent pas à même de traiter d'autres questions que celles de l'inclusion et des transitions professionnelles dans les actuels systèmes de travail. Alors on peut se demander si des collectifs, des mouvements revendicatifs, des structures associatives pourraient impulser, est-ce qu'elles le feront, la création de services de ce type qu'on pourrait nommer, en reprenant une suggestion que j'ai trouvée dans Michel de Certeau à propos d'autres choses, mais là on pourrait reprendre cette appellation, des laboratoires d'expérimentation de développement équitable et soutenable. Ces questions sont toujours en suspens. Est-ce qu'elles vont être considérées par les responsables de l'action publique dans un proche avenir? Je vous remercie de votre attention.